Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bienvenue dans les studios de La Voix des Grands Lacs. Nous recevons ce soir M. Gervais Tchondo, un ancien diplomate rwandais, un spécialiste de la région des Grands Lacs. Nous l'avons invité pour nous parler des conséquences que peuvent avoir, favorables ou défavorables, sur la région des Grands Lacs, les conséquences donc de l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Gervais Tchondo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Marie Ndagijimana. Voilà, donc nous vous avons invité pour, en tenant compte justement de votre spécialité, vous connaissez l'Afrique, vous avez longtemps travaillé avec l'Union africaine, vous avez longtemps séjourné à Addis Abeba et donc avez pu côtoyer les institutions de cette organisation continentale. Qu'est-ce que vous pensez de la récente élection ou désignation du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Bon, merci, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Tout d'abord, je voudrais présenter mes chaleureuses félicitations à son Excellence le président Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de l'Union africaine. Bon, ceci dit, je pense que sa présidence ne sera pas très différente de celle des présidents qui l'ont précédé. Les problèmes de l'organisation sont d'ordre structurel, de la nature même des membres de cette organisation. Je ne sais pas s'il pourra changer grand-chose en ce qui concerne l'avancement des programmes prioritaires qu'il s'est fixés. J'ai cru comprendre qu'au départ, le thème de la réunion de ce sommet était la culture, les arts et le patrimoine. Et c'est ça qu'il croit qu'il doit avancer l'Afrique dans la situation actuelle où vous avez la pandémie du Covid-19, où vous avez les conflits à travers le continent et où on pense que l'intégration des économies africaines sont toujours une priorité. Heureusement que ce thème que le sommet s'était fixé, de culture, des arts et du patrimoine, a été un peu bousculé par la réalité du moment. Et c'est à partir de ce moment que le président Tshisekedi a inscrit sur son agenda, je crois, 3 priorités. La première étant la gestion de la pandémie du Covid-19, de l'engagement d'une vaccination des populations africaines et de la réduction des conséquences économiques de la crise sanitaire sur le continent. L'autre priorité, ou la seconde priorité, étant l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et enfin, l'accélération du processus de réformes institutionnelles. Voilà les priorités que le président Félix Tshisekedi s'est fixées. Est-ce que c'est facile à réaliser?
en une période d'1 an, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, surtout quand je pense que... Est-ce que vous pourriez expliciter davantage chaque priorité considérée à part? Bon, je peux commencer par peut-être la pandémie du Covid. Mais avant ça, peut-être faut-il rappeler que en 2019, il s'était fixé comme thème faire, je dis les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'étaient fixé comme thème de faire taire les armes sur le continent africain au cours de l'année 2020. Est-ce que les armes se sont tues? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits qui sont nés après ça? Oui. On en avait déjà pratiquement sur le continent, mais nous avons 2 nouveaux foyers de tension qui sont nés, à savoir la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Nous avons aussi les islamistes qui font rage dans le nord du Mozambique. Et ces conflits s'ajoutent au lancinant problème qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez toute l'Afrique de l'Ouest et pratiquement centrale qui est embrasée par les guerres des islamistes, etc. Donc, en ce qui concerne, ceci dit, en ce qui concerne commençons par le Covid-19, nous avons des défis majeurs. Le premier étant la recherche des vaccins. Les pays industrialisés qui ont plus de moyens que l'Afrique n'ont pas encore eu accès à ces vaccins. Ils ont à peine commencé et je serais étonné que avant qu'ils ne tirent la couverture de leur propre côté, ils vont donner la chance à l'Afrique d'accéder à ces vaccins. Ce sera difficile. Difficile d'abord parce qu'ils ne sont pas encore suffisants. Difficile parce que l'Afrique n'a pas les moyens nécessaires pour acheter ces vaccins. L'Afrique n'a pas la logistique nécessaire pour la conservation et la distribution de ces vaccins. J'ai peur qu'avant que le président Tshisekedi n'achève son mandat, peut-être moins de 10% de la population africaine aura reçu ce vaccin. Est-ce que c'est un succès? Peut-être il va diriger quelque chose. S'il y avait des choses à essayer, monsieur l'ambassadeur, je pense que le président Ramaphosa aurait tout fait pour avoir accès à ce vaccin, d'autant plus que son pays est le plus touché par la pandémie du Covid. Il vient de quitter le fauteuil présidentiel sans avoir eu un vaccin et si j'ai même très bien compris, le vaccin qu'ils ont acheté AstraZeneca n'est pas du tout approprié au virus, au nouveau variant de virus qui est en Afrique du Sud. Ça c'est un exemple de quelqu'un qui a mis tout le paquet pour qu'au moins il puisse servir son pays avant de servir le continent africain. Et il n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Je sais qu'il poursuit ses efforts. Et ce que le président Tshisekedi pourra le faire grâce à la notienne. Et qu'il n'y a plus de moyens. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Ensuite, donc, il y a cette accessibilité au vaccin, ce financement, de la campagne de vaccination de la population qui, jusqu'à maintenant, la plupart sont sceptiques. La plupart des Africains préfèrent le remède, la recette de grand-mère, si je peux l'appeler comme telle, à ces vaccins. Il faudra mener une campagne pour convaincre cette population à accepter le vaccin le jour où il sera distribué. Ça, en soi, c'est vraiment
une charge colossale que le président Tshisekedi prend, pourrait-il le faire? On ne peut que lui souhaiter de tous nos voeux d'aboutir à ce pari qui est très difficile. Ça, c'est ce qui concerne la pandémie du Covid. Maintenant, un sujet plus difficile à réaliser, c'est l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. D'abord, vous savez que l'acte portant création de cette zone de libre-échange continentale africaine a été signé à Kigali je pense en 2018. Bon, la mise en œuvre, l'entrée en vigueur, comme on appelle, devait commencer avec la 22e signature d'un État membre, la 22e ratification plutôt, pas la signature. Ça s'est fait, c'était quelque part au moins, je pense, en 2019. Est-ce que les échanges ont commencé? Ça n'a pas été possible. Finalement, d'autres pays ont accepté de signer et ratifier l'acte portant création de la CELCAF. Mais combien ont ratifié sur, la dernière fois que j'ai vérifié, sur 55 États membres de l'Union africaine, 30 viennent de ratifier. On attend les ratifications de 24 États membres, mais il y a un, je pense que c'est l'Érythrée qui jusqu'à maintenant ne s'est pas donné la peine de signer cet acte. Étonnez-vous bien que même avant la ratification, il y avait beaucoup de pays qui ont traîné les pieds pour signer cet acte. Et parmi lesquels l'Afrique du Sud, qui est une des très grandes économies africaines. Probablement que le président Cyril Ramaphosa, ayant décidé d'assurer la charge de la présidence de l'Union africaine, il a finalement accepté de signer, de ratifier. Et parmi les États qui n'ont pas encore ratifié, il y a la République démocratique du Congo. Est-ce que, bon, vous voulez faire avancer un agenda et vous n'avez pas fait le premier pas pour que vous soyez aussi concernés? Je ne doute pas que cette fois-ci, peut-être, le président Tshisekedi va bousculer les institutions nationales pour que la ratification soit faite. Donc, au niveau de ratification, il y a des problèmes. Si maintenant vous dites que la zone est opérationnelle, que les échanges ont commencé le 1er janvier de cette année, qui va échanger avec qui? Qui a quoi à vendre à qui? Où sont les infrastructures pour faciliter ces échanges? Est-ce que nous avons des infrastructures routières adéquates entre pays à l'intérieur des États membres? Je ne suis pas sûr. Vous savez, on a longtemps parlé des routes transafricaines, Mombasa-Lagos. Bon, est-ce qu'on peut dire que cette route est opérationnelle? On en a parlé, je crois que aussi de la route le Caire-Gaborone ou le Cap. Du Cap au Caire. Hein? Le Cap au Caire. Au Caire, oui, c'est ça. Est-ce que cette transafricaine est opérationnelle? Est-ce qu'on va faire des échanges par avion? Combien de pays africains ont des compagnies nationales qui sont opérationnelles? Je n'en connais pas beaucoup. Mais le plus grand problème, c'est l'industrialisation. Ce sont ces infrastructures. On ne peut pas dire nous allons commencer à échanger et en même temps faire face à des barrières à ces échanges commerciaux. Qu'est-ce que je veux dire? Vous prenez un préalable à tout acte d'investissement.
c'est la sécurité de ces investissements. C'est la paix, c'est la stabilité. Et les chefs d'État se rencontrent. À la veille de la rencontre, ils trouvent que c'est plus important de parler de la culture, des arts et du patrimoine avant de résoudre ces conflits. Non, quand même. Ça vous montre à quel point les chefs d'État et de gouvernement de nos États africains sont prêts à faire avancer des agendas qui puissent être vraiment réalisés. En d'autres mots, je veux dire que ce qu'on nous dit, on nous fait croire maintenant, c'est un vœu pieux. Encore une fois, je vais dire qu'il faut souhaiter le président Tshisekedi d'avoir un peu de succès dans tout cela. Le troisième aussi, sujet, c'était les réformes institutionnelles de l'Union africaine. Ces réformes institutionnelles, et là aussi, des fois, on se demande si vraiment on comprend la gravité de certaines démarches. Vous savez que ils avaient, entre autres réformes, l'élection du président de la commission et de lui donner la latitude de nommer ses vice-présidents, de nommer ses commissaires, comme si c'était un chef d'État ou un premier ministre qui forme son gouvernement parce qu'il a été élu, qu'on lui donne les mains libres pour qu'il nomme qui il veut. C'était ça la proposition de ce genre de réforme. Heureusement qu'il y a certains chefs d'État qui ont dit quand même, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas charrier. Ils ont dit que voilà, on va continuer à nommer ou à élire le président de la commission et son adjoint. Et les ministres qui sont les membres, comment on appelle, au départ, c'était le conseil des ministres, mais cette fois-ci, on les appelle le comité exécutif, qui est composé par les ministres des Affaires étrangères. Ce sont eux qui vont se charger de la nomination des commissaires. Mais sinon, au départ, comme tout chef africain, il aurait souhaité qu'il soit élu et puis qu'il nomme le reste. L'autre chose de ces réformes institutionnelles qui doivent faire avancer le continent, c'est la mise en place de la Banque africaine d'investissement. Le plus grand investisseur ou le plus grand pilier de cette Union africaine, c'était le président Kadhafi. Et je crois savoir que même cette banque aurait pris place, aurait eu pour siège en Libye. Est-ce que la Libye existe? Est-ce que la situation en Libye préoccupe les États africains? Est-ce qu'on en est arrivé là sans qu'ils voient la situation venir? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter ça? Rien du tout. Par contre, je crois qu'il y a certains chefs d'État et de gouvernement qui ont été compromis dans ce qui est arrivé à la Libye. Et justement, M. Tchondo, puisque vous parlez de la Libye, rappelez-vous qu'il y a un an et demi, l'ancien président en exercice de l'Union africaine, le président Paul Kagame, a peut-être utilisé, je ne sais pas s'il l'a fait avec des bonnes intentions ou pas, il a utilisé son poste pour s'occuper à sa manière des Africains qui tentaient de rejoindre l'Europe et qui se trouvaient en Libye. Il a signé un marché avec l'Union africaine, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que le Rwanda a reçu de l'argent de l'Union européenne, et ensuite on a transféré les Africains au Rwanda. Bon, ça aussi, c'est peut-être une bonne chose, mais est-ce que c'était dans le plan de départ pour essayer d'aider la Libye à résoudre ces problèmes, et aussi, surtout les pays d'ailleurs d'où ces réfugiés, d'où ces Africains étaient originaires?
C'était une parenthèse, mais c'était pour montrer qu'il ne suffit pas d'être chef d'État, président en exercice de l'Union africaine, pour réaliser des programmes continentaux. Il y en a qui en profitent en fait pour résoudre certains problèmes personnels ou particuliers à leur pays. Vous pouvez poursuivre, mais je voulais absolument signaler ça. Vous avez tout à fait raison, monsieur l'ambassadeur. Quand ces chefs d'État sont élus, sont portés à la présidence en exercice de l'Union africaine, ce n'est pas nécessairement pour avancer l'agenda de l'Afrique. C'est pour avancer d'abord leur propre agenda au niveau de la politique interne. Montrer à leurs concitoyens que voilà, ils sont vraiment acceptés, qu'ils sont populaires au niveau du continent, qu'ils sont présidents de tout le continent, à des fins de propagande, à des fins de faire taire l'opposition à l'intérieur. Et ensuite, toujours dans la même lancée de faire avancer leur agenda, leur propre agenda, ils peuvent rencontrer n'importe quel chef d'État de ce monde à cause de leur chapeau de président d'exercice de l'Union africaine. Et quand ils rencontrent ces gens, vous croyez que c'est pour parler de l'Afrique ou bien ils commencent par parler de leurs propres problèmes? C'est ça le cas. Et quand vous avez donné l'exemple du président rwandais par rapport à la Libye, je crois que c'est un des rares chefs d'État africains qui ont vendu l'idée d'appuyer les positions des Occidentaux qui voulaient se débarrasser de Kadhafi et de détruire toutes ses capacités en tant que pays qui était vraiment engagé, en tout cas pour la cause de l'Afrique. Je répète que l'Union africaine est née à cause de l'influence de Kadhafi. Donc, je disais que, alors, s'il faut avancer les agendas, ses propres agendas comme chef d'État, ça va se faire. Mais pour résoudre le problème de libre-échange, ça ne sera pas demain ou après-demain. Et pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de libre-échange, de ces réformes institutionnelles. Il y a aussi la banque, le Fonds monétaire africain. Ce Fonds monétaire africain, je crois savoir que d'ailleurs ils ont choisi, je crois, le Cameroun, c'est le Cameroun qui va abriter ce Fonds monétaire. C'est déjà décidé. Il y avait plein de pays africains qui sont précipités pour l'abriter, mais finalement, je crois que c'est le Cameroun. Vous voulez faire ces échanges et vous avez une multitude de monnaies nationales qui ne sont pas acceptables probablement comme monnaie de paiement au niveau international ou même régional. Tu ne peux pas prendre les francs rwandais et aller payer quelque chose en Tanzanie avec ces francs rwandais. Tu ne peux pas prendre le shilling kenyan, ougandais ou tanzanien, aller importer des choses au Cameroun. Ou le CEDI ghanéen, aller payer je ne sais pas quoi. Non. Donc, l'idée de créer une monnaie commune africaine, elle est excellente. Moi, je me dis que c'est une bonne chose. Est-ce que ces chefs d'État et de gouvernement sont disposés à accepter ce genre de décision? Non, on en parle, mais le lendemain, on trouve d'autres subterfuges. Je pense à ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le franc CFA, vous voulez vous en débarrasser. Du jour au lendemain, vous dites que maintenant, vous allez mettre en place l'ECO. Pourquoi est-ce que vous mettez en place l'ECO au lieu d'avancer cette monnaie commune africaine si vraiment vous êtes engagé pour la cause de l'Afrique entière et demander que cet ECO soit par exemple la monnaie de toute l'Afrique?
en soi, c'était un problème. Donc, ces institutions, nous ne parlons pas maintenant de la Banque centrale du continent africain. Et je crois savoir qu'elle est projetée être mise en place en 2045, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas chose facile. Et toujours parlant de ces vœux, de ces listes de projets que nous avons connus de par le passé, si je fais un peu de recul, si vous le permettez, je fais un peu de recul. Au début des années 80, il y avait eu l'idée de dire que voilà, nous sommes presque à la fin de la lutte pour les indépendances de l'Afrique, à la fin de la colonisation. Essayons de penser maintenant, après avoir parachevé l'indépendance politique, essayons de penser à l'indépendance économique. Ceci a donné naissance à un document très important qui a été vendu à gauche à droite, le plan d'action de Lagos et l'acte final de Lagos. Ça, c'était en 1980. Après ça, nous avons connu d'autres programmes, disons, intermédiaires. Je pense au programme prioritaire pour le redressement économique et le développement de l'Afrique, qui était pour 85-90. Je pense au programme des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique, PANREDA. Je pense au traité portant création de la communauté économique africaine, qui était adopté en 1991, toujours à Lagos, et qui est en œuvre depuis, je crois, mai 1994, et qui fait partie intégrante de l'Union africaine. Elle était antérieure à l'Union africaine. Bon, évidemment, il y avait son ancêtre, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui était toujours là. Mais voilà des programmes. Moi, pourquoi pas ajouter le cadre africain de référence pour les programmes d'ajustement structurel, CARPAS? Pourquoi pas ajouter son EHPAD? Nous avons ce qu'ils appellent l'EHPAD en anglais, je crois en français ils disent NOPADA, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et vous avez aussi un autre cadre très important, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Vous avez des experts qui prennent leur temps, produisent des documents. Les chefs d'État et de gouvernement les adoptent, les fait leur. Mais la mise en œuvre devient un autre problème. Personne ne s'en occupe. Et ils rejoignent les tiroirs, comment on dit? Oui, j'allais le dire en anglais. Gervais Tchondo, là, vous êtes en train, en fait, de mettre le doigt sur la vraie question, sur les grands défis auxquels l'Afrique est confrontée, l'Afrique institutionnelle, l'Union africaine. C'est la volonté politique des États membres et des chefs d'État. La volonté politique commence par des choses symboliques. Vous avez vu l'ouverture du sommet, le dernier sommet de l'Union africaine, en fait, il n'y avait que 2 chefs d'État. Les autres ont trouvé des raisons ou des prétextes pour ne pas aller à Addis Abeba, le Covid, etc. Or, on en a retrouvé le même jour ou le lendemain, plusieurs chefs d'État se trouvaient au Congo-Brazzaville pour assister à une inauguration, pour faire plaisir à leur doyen, le président Sassou Nguesso. Ensuite, je voudrais vous poser cette question, vous qui avez été récemment
au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Moi, j'en suis parti il y a très longtemps. Je n'ai pas suivi nécessairement les aspects budgétaires. Mais à un moment donné, j'ai présidé le comité chargé des contributions. Pendant 1 an ou 2, j'étais président de ce comité. Est-ce qu'aujourd'hui, les États africains cotisent au budget de l'Union africaine régulièrement? On a, vous savez, même notre pays, le Rwanda, lorsque le président Kagame a été désigné comme président en exercice, eh bien, le Rwanda n'était pas à jour de ses cotisations. Mais il s'était donné comme objectif de faire des réformes de ce côté-là pour que plus jamais il n'y ait de retard dans les contributions budgétaires au budget de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu un vent nouveau qui fait que les Africains cotisent mieux et plus au budget de l'Union africaine? Avant de répondre à votre question, Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie, quand on parle de l'Union africaine, on dit que c'est une organisation continentale, mais la plupart des amis diplomates avec qui on était à Addis Abeba, ils avaient toujours l'habitude de dire que c'était un club de chefs d'État et de gouvernement. C'est leur club. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est pour que les chefs d'État en vigueur, je veux dire en exercice, en place dans leur pays, si tu veux, restent en place, qu'ils ne soient pas perturbés par qui que ce soit. Un point, un trait. Le reste, ça ne leur regarde pas. Je le dis parce que j'ai un exemple concernant la charte sur la démocratie, les élections, et la gouvernance. Il y a des articles qui sont très clairs, qui empêchent les chefs d'État et de gouvernement ou les autorités en place dans un pays bien déterminé de faire la manipulation, le tripatouillage de textes légaux pour se maintenir au pouvoir. C'est écrit noir sur blanc dans cette charte. Et qu'est-ce que nous observons dans la plupart des États africains? Ils changent leur constitution pour qu'ils se mettent au pouvoir. Les mandats, ils les changent du jour au lendemain. Et personne de ces chefs d'État n'ose lever son petit doigt pour dire non, ne fais pas ça. Et d'ailleurs, certains se moquent, dont certains chefs d'État qui veulent respecter leur constitution à la lettre. Hein? Ils trouvent que ce sont des idiots, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas se tromper. Un président ne peut pas aller faire une remarque à son père. Père, je vais dire P-A-I-R. Pourquoi? Parce que demain, ça pourrait être lui. Et c'est là où cette histoire de mécanisme d'examen, de mécanisme africain d'examen par les pairs ne marche pas. Ils l'ont fait exprès. Ils auraient pu commander une audit externe sur la gouvernance, sur le respect des droits de l'homme, sur les élections, sur tout ce que vous voulez. Aussi longtemps que c'est un président en exercice qui triche avec ces élections, on ne peut pas le toucher et personne ne va le lui dire. Mais s'il y a un groupe d'individus qui en ont marre et qui décident de chasser ce monsieur, tous les chefs d'État se lèvent ensemble et disent que le type a commis un sacrilège qu'il faut reprendre haut et court. En d'autres termes, nous sommes là, nous ne pouvons pas toucher à nous-mêmes. Ils sont là pour s'entraider. Vous parliez, monsieur. Hein? Certains qualifient ça de syndicat des chefs d'État.
Vous avez été gentil en le désignant de club, mais il y en a qui disent syndicat. Donc, avec tout ce que cela comporte de protection, d'autoprotection réciproque. Exact. Non, je disais, revenant à votre question concernant le financement de l'Union africaine, vous avez raison de rappeler que à l'époque, vous présidiez ce comité des sanctions et qu'on avait mis en place des sanctions concernant les pays qui ne s'acquittent pas régulièrement de leurs contributions. Il y avait, entre autres, la démarche de ne pas leur accorder la parole pendant les réunions de l'organisation, ne pas recruter les ressortissants de ces États qui ne s'acquittent pas de leurs contributions, etc. Il y avait un certain nombre de sanctions. Je me souviens que le premier, après avoir adopté ce texte et adopté et approuvé par les chefs d'État et de gouvernement, c'était à la réunion du Caire. Le président Mobutu, je peux le dire parce que ce n'est pas un secret, le président Mobutu, qui était frappé par cette mesure, est venu avec des caisses d'argent pour qu'il puisse prendre la parole au cours de la réunion. Il avait un montant de $500 000 dans ses caisses. On a remis ça au directeur des finances à l'OIWA. Il a été obligé d'ouvrir un compte pour l'OIWA, parce qu'il ne savait pas où mettre cet argent. Et la première chose que le président Mobutu avait faite, c'était par rapport à l'élection des secrétaires généraux adjoints pour la région de l'Afrique de l'Est. Il y avait le secrétaire général adjoint Yilima qui a terminé son mandat. Et il était le seul candidat pratiquement qui remplissait les conditions. Et puis, le gouvernement ayant changé à Addis Abeba, le régime de IPRDF a dit non, il n'est plus notre candidat, on ne le soutient pas. On regarde dans la salle, on demande est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui aurait un autre piqué, une autre candidature. Les gens ont dit il n'y a pas de candidat sauf un Somalien, l'ambassadeur Ousmane, mais son pays ne remplit pas les conditions, il n'existe pas, etc. Et puis on vient d'approuver cette résolution concernant les sanctions. Le président Mobutu a dit mais quand même, les gens qui ont approuvé ça peuvent faire exception. L'ambassadeur Ousmane a été élu secrétaire général adjoint. Il n'avait pas été présenté par un État membre. Et voilà. Et personne n'a voulu s'opposer à ce que le maréchal avait dit au cours d'une réunion comme c'est très importante comme celle-là. Alors, il y a toujours parlant des sanctions. À la veille du sommet, je crois, de Harare, où on devait adopter, c'était l'acte portant création de l'Union africaine, il y avait plein de pays africains qui ne s'étaient pas acquittés de ces contributions et qui, normalement, n'allaient pas prendre la parole. Le président Kadhafi a payé tous les arriérés que ces États membres devaient à l'Union africaine pour qu'ils puissent prendre la parole au cours de la réunion. Comme ça, comme dans sa vision, il pensait qu'on allait accepter qu'il soit le premier président du continent africain, les autres allaient être des gouverneurs. Bon, ça c'était une parenthèse. Maintenant, la réunion de Kigali, le président sous la houlette du président Kagame, a pris la décision que le financement de l'OIWA doit provenir des fonds propres des États africains. Ils ont adopté une taxe de 0,2% sur les importations. Et ils sont malins comme de lièvre. J'aurais bien voulu qu'ils disent sur les exportations.
Et voir ceux qui disaient Non, non. ils ont dit que c'était justement pour favoriser les exportations, c'est-à-dire limiter les importations, les taxer en fait, taxer les importations pour favoriser les échanges intra-africains. C'était C'est pas surtout tout les à fait vrai, exportations mais étrangères. non, toujours est-il que c'était par rapport aux importations de chaque pays. Ouais. Que ce soit de l'Afrique, que ce soit des importations de Chine ou des États-Unis, c'était les 2% de ces importations qui allaient servir au financement du budget de l'Union africaine. Tout le monde a applaudi. Ouais. Mais dans la mise en œuvre, nous avons quand même d'autres problèmes. C'est que les statistiques du continent africain ne sont jamais fiables. On les change selon la destination le consommateur, selon l'utilisation. On les manipule comme on veut. Vous allez voir un État donné qui va te dire qu'il a parachevé ceci, cela dans son développement. Mais quand on va faire l'assiette, quand on va évaluer la taxe que ce pays va payer à X, non, ça n'existe pas. Pour le moment, combien de pays qui ont la charge du budget de l'Union africaine? Ce sont des grandes économies comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie. Évidemment, il y avait aussi la Libye. Il y a, c'est pas, deux petits pays encore qui contribuent à ça. Les autres, rien du tout. Le budget de l'Union africaine, à peu près 78% provient des aides extérieures. Le reste, les Africains se chargent de cette portion. C'est un budget de l'ordre de 320 millions. 320 millions de dollars, mais le gros morceau est payé par le financement extérieur. Vous avez le bijou qu'ils ont là, qui est le siège de l'Union africaine. C'est un cadeau qui a été donné par la Chine. Après ça, je crois que l'Allemagne a aussi contribué au financement de notre bâtiment pour la paix et les conflits sur le continent. Aucun pays africain ne peut se permettre de donner ce genre de cadeaux ou d'offres. Ce qui veut dire que, en d'autres termes, l'autosuffisance du financement de l'Afrique, ce n'est pas du jour au lendemain. Très bien, Monsieur Gervais Tchono, je vous remercie beaucoup pour ces analyses, qui, j'espère, vont certainement répondre aux préoccupations ou aux questions que se posent nos auditeurs, nos téléspectateurs. J'allais vous demander, ou alors vous poser des questions sur la sécurité, l'insécurité plutôt, qui sévit dans plusieurs régions d'Afrique, parce qu'on sait que l'Union africaine est construite aussi sur les régions, plusieurs régions qui constituent l'architecture de cette union. Je pense qu'au cours de cette émission, on ne pourra pas tout aborder. Je vous propose plutôt que cela fasse l'objet de la deuxième partie de nos entretiens. Si vous le voulez bien, cela pourrait se faire dans la foulée. Et puis nos téléspectateurs, je suppose qu'ils en redemanderont. Nous avons la chance d'avoir affaire à un spécialiste vraiment, vous l'avez démontré. Je le savais parce qu'on a travaillé ensemble à l'Organisation de l'Unité africaine lorsque nous étions à notre ambassade à Addis Abeba. Vous êtes resté là-bas, vous avez accompagné le processus d'union de l'Union africaine, vous avez assisté à pratiquement toutes les réunions. Donc, on a encore besoin de vous, de votre contribution, de votre éclairage pour mieux comprendre et accompagner aussi, d'ailleurs, l'exercice du président Félix Tshisekedi. Au cours de cette année, on en reparlera. On va évaluer ce qu'il leur a fait. On va aussi évaluer éventuellement ce que cela rapporte à la République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo va gagner quelque chose? Le Congo qui est dans des guerres à répétition depuis plus de 20 ans. Le Congo, la République démocratique du Congo, où des milliers de gens meurent chaque année encore. Le Congo qui a beaucoup pâti de ces guerres et qui a perdu plus de 10 millions de ses citoyens.
pendant la guerre de 1996 à 2003, et le Congo qui attend la justice. Pensez-vous, pour finir, pour terminer notre émission, Gervais Tchondo, que ce sera peut-être aussi l'occasion pour le président Félix Tshisekedi de faire passer le message auprès de ses pairs africains, pairs encore une fois PAIRS, pour que l'Afrique défende ensemble la nécessité de mettre en pratique, de réaliser les recommandations du rapport mapping. Le rapport mapping, comme nos téléspectateurs commencent à le savoir, c'est ce rapport qui a montré qu'au Congo, il y avait eu des actes de génocide, des crimes contre l'humanité, contre les populations congolaises d'abord, évidemment. Tout à l'heure, je parlais de plus de 10 millions de morts, mais aussi contre les réfugiés rwandais qui étaient dans ce pays, qui vivaient au Congo depuis 1994. Pensez-vous que ce sera peut-être aussi l'occasion pour le président Tshisekedi, même s'il n'en a pas parlé dans ses priorités, ce n'est pas une priorité pour lui apparemment, alors que tout dépend de ça en fait. Le président de la RDC ne peut pas aider l'Afrique à se sortir de sa léthargie, de son insécurité, pendant qu'à l'intérieur de son territoire, pendant qu'au Congo, on parle de balkanisation, on parle de mort au quotidien. À Béni aujourd'hui et dans l'Ituri, il y a des morts. Est-ce que vous pensez que ça peut constituer un frein à l'action du nouveau président en exercice? Merci pour la question, monsieur l'ambassadeur. Peut-être avant de clôturer le chapitre de cette communauté économique africaine, vous venez de souligner que les jalons de cette communauté économique africaine, ce sont des communautés économiques régionales. Au départ, on comptait sur 5 communautés et maintenant, ils sont au nombre de 8 communautés économiques régionales. Vous avez la communauté des États sahélo-sahariens, vous avez la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, vous avez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, le marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, COMESA. Vous avez l'OUMA, l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, et la communauté d'Afrique de l'Est. Ce sont les jalons de la communauté économique africaine. Si vous analysez ce qui se passe à l'intérieur de ces communautés qui sont, en fait, au départ, on se dit que les États membres ont la double obligation de se conformer aux dispositions du traité d'Abuja et de celles des communautés régionales. Si vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de ces communautés, on se dit, voilà, on ne peut pas avancer. Ça sera très difficile. L'exemple très proche, c'est la communauté d'Afrique de l'Est, où vous avez des frontières de certains pays membres, pour ne pas les citer. Entre l'Ouganda et le Rwanda, la frontière est fermée, ça fait des années. Entre le Rwanda et le Burundi, la même chose. Et comment voulez-vous que ces échanges puissent se faire? Vous avez ces conflits dont on a parlé dans l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays sont embrasés. Vous avez l'Afrique australe, on venait de citer l'exemple de ce conflit qui est naissant au sein au Mozambique, ainsi de suite. Maintenant, plus précisément concernant la République démocratique du Congo, où vous avez ce rapport mapping qui était presque au calendrier grec, renvoyé au calendrier grec, et que les gens essaient maintenant de ressusciter, et qui revient petit à petit sur la scène. C'est un défi majeur pour le président Tshisekedi.
il faut d'abord comprendre que la guerre en Afrique de l'Est, je veux dire à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une guerre par procuration. Il y a des gens qui sont derrière cette guerre et la plupart du temps, quand on essaie de mettre la main sur un criminel, ce sont des petits poissons. Parce que nous savons bien que si on continue à pointer du doigt le vrai criminel, ça va tomber dans l'œil du plus puissant. Est-ce que le président Tshisekedi aura le courage d'affronter la situation du moment, et, comme il le promet, et résoudre son conflit en Afrique de l'Est, je vais dire à l'est de son pays? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, quand je dis les commanditaires de cela, ce sont des chefs d'État comme lui? Vous voulez parler, en fait, pour dire les choses, moi, je ne prendrai pas autant de précautions que vous. Vous vous demandez si le président Tshisekedi osera dire en face ce qu'il pense de la politique du Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo à travers son flanc Est. C'est cela que vous voulez dire? C'est peut-être pas le président Kagame seul, mais en tout cas, le problème se trouve de ce côté-là plutôt. Je me dis que ça, c'est un exemple bien vivant. Et est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'au contraire, on peut trouver un bouc émissaire comme ces petits dont on parlait, et on se trompe que voilà, on a résolu le problème, on a arrêté ceci, on a fait ça, mais non. Donc ça, c'est une question très importante. Prenez cet exemple. Est-ce qu'il pourra le faire? Rien n'est moins sûr, encore une fois. Mais concernant le rapport mapping, je crois qu'il n'a pas tellement de choix. Il y a la pression de la part de ses concitoyens. Il y a la communauté internationale qui commence à se réveiller un tout petit peu, à sortir de sa torpeur. Je crois qu'il faut encourager le président Tshisekedi pour qu'il fasse un effort pour avancer cet agenda. Si vraiment il veut marquer, comment dirais-je, l'agenda de la paix dans l'est de son pays, ça ne peut que passer par cette histoire de rapport mapping. C'est le vœu que nous pouvons formuler pour nous orienter vers la fin de notre entretien. C'est le vœu qu'on doit formuler. Et je pense que aussi bien les Congolais que les Rwandais doivent œuvrer dans ce sens-là. On doit œuvrer dans ce sens-là et le président Tshisekedi n'aura pas d'excuses parce que avant, il pouvait arguer de l'impossibilité d'agir parce que les pouvoirs étaient entre les mains de l'ancien chef d'État, le président Joseph Kabila, alors qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a pratiquement pris le pouvoir au Congo. Il a une majorité à travers l'Union sacrée. Il a changé la donne au niveau du Sénat. Le gouvernement, c'est lui qui le maîtrise, si on peut dire, puisqu'il va nommer un nouveau formateur. Et donc, autant il y a quelques mois, il pouvait dire aux Congolais, vous savez, j'ai encore les mains liées, autant aujourd'hui, il n'aura plus d'excuses. Il a toute la force gouvernementale pour lui. Il a tous les moyens dont il peut avoir besoin dans son propre pays pour faire régner la paix. Le pourra-t-il? Nous allons nous remettre à Dieu, comme on dit souvent chez nous. Et surtout, moi je pense à ces familles, toutes ces familles de Goma, de Rutshuru, de Beni, d'Ituri, et même maintenant dans le Tanganyika et ailleurs, dans le sud Kivu, au Minembwe et ailleurs. Les gens meurent tous les jours. Nous allons, nous, la Voix des Grands Lacs, continuer à suivre cette question. Nous allons braquer notre viseur sur l'Est de la République démocratique du Congo pour le bonheur de nos populations. Le Congo n'a pas besoin d'être occupé par un pays ou une puissance étrangère. Les pays voisins doivent respecter la souveraineté du Congo et c'est à ce prix et à ce prix seulement que l'Afrique des Grands Lacs pourra enfin aspirer à la paix et au développement.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. J'allais ajouter que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo ne devrait pas se limiter au seul pays, je veux dire, de la région. Ça dépasse ses frontières. Et s'il faut vraiment ramener la paix et la sécurité dans la sous-région, il faut d'abord identifier les origines de ce mal. Et comme vous le dites, le Rwanda, il est clair qu'il est l'épicentre de l'instabilité de la sous-région. Ne disons pas seulement de la République démocratique du Congo et des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure concernant les échanges commerciaux dans la sous-région. Il faut le dire, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse et nous allons terminer sur ça. Ça revient à la communauté internationale, à tous les pays africains. Exactement. Qu'ils s'occupent vraiment de ces problèmes. Donc, ceux qui veulent s'occuper de la paix à l'est de la République démocratique du Congo doivent aussi scruter les comportements, les actions des pays voisins et aussi leurs commanditaires éventuels. Nous allons terminer par là et je propose que nous nous retrouvions au cours de la semaine prochaine pour une émission de nouveau sur le même thème, en élargissant notre angle, mais peut-être aussi sur notre thème de votre choix. Je vous remercie, Gervais Tcholo. C'est moi qui vous remercie et bonne journée. Non, bonsoir chez vous. Hein. Il est déjà 8 heures passées. La Terre tourne. Donc, quand vous êtes en bas, nous, on est en haut, et vice-versa. La Terre tourne. Voilà. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Hein. Merci beaucoup. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?